Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Viva Culture. Aujourd'hui, je m'entretiens avec un journaliste, Victor Macias, que j'ai rencontré grâce à l'Université du Havre-Normandie, à la Faculté des Affaires internationales. Il a publié un livre qui s'intitule « La Narcos League, argent sale et football colombien ». Alors c'est grâce au GRIC qu'il a pu venir nous parler du football colombien. Le GRIC, c'est le groupe de recherche Identité et Culture qui regroupe des sciences de l'homme et des humanités. C'est un laboratoire pluridisciplinaire en langue, lettres, sciences humaines et sociales. Victor Macias, bonjour. Bonjour. Alors, je suis heureuse de vous parler parce que vous venez de faire paraître un ouvrage important sur le foot, et en particulier le football colombien. Votre livre s'intitule « La Narcos League, argent sale et football colombien ». On précise quand même des années 1970 à nos jours. Et j'aurais bien aimé savoir pourquoi ce livre. En fait, ce livre, je me suis senti un peu obligé de le faire parce que j'avais trop d'informations quand je suis arrivé en Colombie là-dessus. En discutant avec des supporters d'un club, puis d'un autre, je me suis rendu compte que pendant une époque, en Colombie, tous les clubs avaient appartenu à un moment ou à un autre, et parfois pendant un gros moment, à un ou plusieurs trafiquants de drogue. Parfois, c'est différents qui sont succédés, parfois ils étaient très connus, parfois ils n'étaient pas très connus. Et il y avait toujours des histoires incroyables, bourrées d'anecdotes, et plus je creusais, en fait c'est vraiment comme une pelote de laine sans fin, où je me suis rendu compte qu'il y avait un tout petit fil au début, et en tirant, je me suis rendu compte que la pelote de laine, elle était infinie, et je pourrais continuer à tirer dessus, et à enquêter sur ce sujet encore aujourd'hui. Je me suis limité parce que là, le livre fait 250 pages à peu près, et si jamais j'avais continué, je serais encore en train de chercher, il ferait 500 pages à l'heure qu'il est. Et c'est un sujet qui me paraît vraiment infini, où il y a toujours plus de choses à décortiquer et à découvrir. Et c'est un peu comme ça, en fait. Une fois que j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de choses à dire, au début, je voulais en faire un article, mais un article, ça aurait été trop peu. Et ça aurait été caricaturer certains faits. Et donc là, j'ai vraiment voulu les expliquer en profondeur, parce que tous les sujets sont intéressants sur cette époque-là. Et donc c'est pour ça que ce livre, en fait, il s'est un peu imposé à moi-même, quoi. Si jamais je l'avais pas fait aujourd'hui, j'aurais des remords terribles. Oui, je crois que vous avez fait une enquête très approfondie. Vous avez rencontré beaucoup de personnes qui vous ont donc présenté cette période où les liens entre football et narcotrafiquants étaient forts, étaient essentiels peut-être. Ouais, c'était naturel même, on Oui. pourrait dire. C'est parce qu'en fait, vu que les trafiquants de drogue, déjà à la base, ils sont fans de foot, ils ont une équipe qui supporte, ils sont fans d'un club de foot. Quand ils ont beaucoup d'argent, ils réalisent un peu leurs rêves. Et, je sais pas, il y a beaucoup de monde de fans de foot. J'imagine que si on leur dit si vous gagnez au loto, qu'est-ce que vous faites? Peut-être qu'il y en a certains qui vont dire je vais peut-être acheter le hack, voilà, pour faire venir Mbappé, je sais pas. Et eux, ils ont réalisé ce rêve-là. Et par exemple, je prends l'exemple de l'América de Cali. L'un des chefs du cartel de Cali, Miguel Rodríguez Orejuela, était fan de ce club-là, alors que son frère était fan de l'autre club, le Deportivo Cali. Et donc, une fois qu'il a réussi à rentrer au conseil d'administration de ce club, il a fait venir toutes les plus grandes stars d'Amérique latine, et même une fois, Maradona lui a donné son accord pour signer à l'América de Cali. Il lui a dit « Ok, je vais venir jouer avec toi l'année prochaine ». Maradona n'a pas pu le faire parce que une fois qu'il est sorti de son dîner avec les chefs du cartel de Cali, son agent lui a dit par contre, j'espère que t'as pas oublié qu'on a signé un contrat déjà avec Barcelone, donc tu vas pas pouvoir y aller. Mais sinon Maradona aurait pu jouer, il est resté très ami avec lui. Donc les trafiquants de drogue et sont fans de foot, et je pense que c'est une des premières raisons qui explique pourquoi ils se sont mis dans ce business-là, parce qu'au final, c'est plus par amour du ballon que par
que par pure envie de faire de l'argent, quoi. Oui, mais ils ont un intérêt quand même financier. Il y a un intérêt financier dans le sens où ils peuvent blanchir de l'argent Voilà. à travers notamment la billetterie, par exemple. Il y a 5000 personnes qui viennent dans mon stade, je dis qu'il y en a 20 000, je déclare les 20 000, je blanchis la différence. C'est aussi simple que ça. Il y a un intérêt financier, mais moi je pense que c'est vraiment pas le principal, parce que de l'argent, ils en faisaient tellement ailleurs, voilà, dans leur trafic de drogue, dans tous leurs autres business illégaux, qu'ils n'avaient pas forcément besoin des clubs de foot, voilà, pour blanchir une partie, mais ils blanchissaient une infime partie de tout ce qu'ils gagnaient. On parle quand même de centaines de millions de dollars. Oui. Donc eux, c'était plutôt pour montrer à quel point ils sont forts. Ils prenaient le club principal du pays en amenant les principaux joueurs pour montrer à quel point ils sont plus forts que tous les autres. Et du coup, ils se faisaient un peu leur guéguerre comme ça. Et la rivalité, par exemple, mythique entre le cartel de Medellín et le cartel de Cali, c'est un peu transposé sur le terrain entre l'América de Cali et l'Independiente Medellín ou l'Atlético Nacional, les deux clubs de Medellín. Donc voilà, c'était une manière de se faire un peu une guerre par procuration, quoi. C'est une question de pouvoir. Ouais, c'est ça. Malheureusement, il y a une question d'argent, mais une fois qu'on a l'argent, la plupart des gens, leur deuxième objectif, c'est le pouvoir. Et même que c'est certains, ce qu'ils veulent le plus, c'est le pouvoir. Et les trafiquants de drogue ne font pas exception à ça, parce que ils ont toujours couru après le pouvoir. C'est pour ça qu'ils prennent les armes, c'est pour ça qu'ils vont chercher autant d'argent, c'est pour ça qu'ils ouvrent des routes à travers toute l'Amérique latine pour faire toujours plus de trafic de drogue. C'est pour l'argent, évidemment, mais parce que l'argent amène du pouvoir. Et parce qu'ils voulaient être considérés par les classes, par l'élite colombienne. Ah oui, la naissance et l'extension du trafic datent des années 70, alors. Ouais, c'est ça. Avant les années 70, il n'y avait pas vraiment de trafic de drogue en Colombie. C'était, comme on dit, du micro-trafic. C'était... les marihuaneros, c'est ceux qui cultivent de la marijuana, qui en faisaient pour eux, quoi, pour leur village, pour leurs amis. Et c'est une fois que des Américains sont arrivés pour découvrir la Colombie et répandre la bonne parole de la démocratie, que ils ont découvert que la marijuana était bien meilleure que chez eux. Et qu'ils ont commencé à en ramener chez eux, et qu'ils ont commencé à en vendre chez eux. Et c'est comme ça que des connexions se sont liées entre les États-Unis et la Colombie, et que petit à petit, il y a un trafic de drogue qui s'est installé, que les trafiquants se sont enrichis très rapidement après la cocaïne, et qui sont venus à devenir les plus riches du pays. Et l'amour pour le football ? Comme je disais, ils sont quasiment tous amoureux de foot. Je vais prendre l'exemple de Pablo Escobar. Non, mais je veux dire des Colombiens en général. Ah, des Colombiens en général, oui. Clairement, c'est le premier sport du pays avec le cyclisme. Mais je pense que le foot reste loin devant quand même. Moi, j'ai vu des stades, j'ai vu des matchs en Colombie où les stades étaient pleins, où les gens ont vraiment une vraie passion. En plus, c'est une passion à la latino-américaine. Donc elle est forcément décuplée. On n'est pas au point des Argentins non plus, qui sont. On a vu les images où ils devenaient complètement fous quand ils ont gagné la Coupe du Monde. Mais c'est un pays vraiment passionné. C'est des gens qui sont par essence passionnés, en fait, où ils vivent tout beaucoup plus avec le cœur que nous on le vit plus avec la tête en général. Beaucoup d'ardeur. Ouais, voilà, beaucoup d'ardeur. Et par exemple, moi je me suis baladé dans des quartiers à Medellín où à un moment la rue est barrée. Vous pouvez pas passer en voiture ou avec quoi. Ou avec n'importe quoi. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en train de jouer un match de foot dans la rue, mais avec un arbitre, avec des petits buts, avec du public autour qui crie en 2 contre 2, et vous hallucinez, vous dites mais qu'est-ce qu'on fait là ? C'est-à-dire que si je veux passer en voiture, il faut que j'attende la fin du match. Et voilà. Alors dans votre livre, je crois que vous citez beaucoup de figures mythiques. Que ce soit des narcotrafiquants ou des joueurs. Ouais, bien sûr. En France, on connaît beaucoup Carlos Valderrama, qui a joué notamment à Montpellier, qui a joué en Espagne. Et lui, bizarrement, j'en parle pas plus que ça, parce qu'il fait partie des très rares joueurs qui ont su dire non. Mais pour dire non, il faut déjà avoir le courage, il faut avoir le CV pour le dire. Et Carlos Valderrama, comme c'était le joueur le plus charismatique, le plus grand joueur de la sélection colombienne, il a pu dire non à certains narcotrafiquants. Par exemple, lui, son club de cœur, c'est le Deportivo Cali. C'est le club où il a fait toute sa vie.
l'América de Cali, donc comme je vous disais tout à l'heure, qui appartenait au cartel de Cali, a voulu le recruter. Normalement, on ne dit pas non. Quand l'América de Cali veut vous recruter, vous dites oui, vous n'avez pas le choix. Parce que sinon, quick. Ah bon? Ouais. Carrément? Bah, ça peut arriver, ouais. Et donc lui a pu dire non, mais il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas pu dire non. D'ailleurs, je fais peut-être une digression, mais il y a une anecdote sur laquelle je passe assez rapidement dans le livre parce que j'aime pas trop m'étaler sur ce genre de drames familiaux. Mais j'ai discuté avec un grand joueur qui est pas très pas connu du tout ici, qui s'appelle Pedro Sarmiento, qui lui m'a dit que il jouait au début à l'Atlético Nacional, qui était un club où Pablo Escobar, c'était pas le club de Pablo Escobar contrairement à ce qu'on peut dire, mais un club où Pablo Escobar avait beaucoup d'importance. Donc le cartel de Medellín. Et ensuite il est parti à l'América de Cali, donc le club du cartel de Cali. Et on sait la guerre qu'il y avait entre les deux. Sauf que sa belle famille est restée, et sa famille en général est restée à Medellín. Ils avaient rien à se reprocher. Lui, il revenait en général en fin d'année, passer les fêtes de fin d'année à Medellín. En 1988, si mes souvenirs sont bons, il se fait séquestrer, lui et sa belle famille, par des personnes. Lui est relâché. Ses deux beaux-parents sont tués. Ses trois beaux-frères, je crois, sont tués. Et ça, par exemple, c'est une histoire qu'on ne raconte pas en Colombie. Et le pire de tout ça, on est déjà bien dans le pire, hein, mais le pire du pire de tout ça, c'est que quelques années plus tard, parce qu'en fait, ils les ont tués parce qu'ils pensaient que Pedro Sarmiento avait donné des informations sur le cartel de Medellín au cartel de Cali. Donc ça veut dire déjà qu'il y a une proximité entre les joueurs et les cartels. Et le pire de tout ça, c'est que les mecs, quelques années plus tard, les sicarios qui ont fait le coup, sont venus le voir, ils ont dit « Désolé, on s'est trompé. T'avais rien à te reprocher. » Il a dit « Mais comment ça, désolé, vous vous êtes trompé, vous avez tué ma belle famille. » Et ça, c'est une histoire que je raconte juste sur quelques lignes là-dedans, parce que Pedro Sarmiento voulait pas me le confier au début. J'ai dû un peu insister, donc je voulais pas trop tirer sur cette corde-là. C'est une anecdote qui veut dire beaucoup de choses, mais voilà, on l'a raconté, on en a assez dit, quoi. Vous expliquez aussi que les arbitres sont finalement obligés d'obéir au cartel. Clairement. Là, je vais prendre un autre exemple. Bon, désolé, dans mes 2 livres, il n'y a que des exemples dramatiques. Et je vais prendre un exemple qui a traumatisé la Colombie, qui est de monsieur Alvaro Ortega, qui était un grand arbitre colombien. Et un jour, pour la faire courte, il a mal sifflé contre l'Independiente Medellín, le club de cœur de Pablo Escobar, lors d'un match, dans une finale de championnat, il me semble, contre le cartel de Cali, contre l'América de Cali, lapsus révélateur. Il a annulé un but, et le jour où il est revenu siffler un match à Medellín, il a été assassiné en pleine rue par des sicarios qui l'avaient déjà menacé auparavant. Donc on est en 1989 à ce moment-là, en plein dans la guerre des cartels. Faut savoir que cette histoire-là a commencé une décennie plus tôt. Et les arbitres, tout le monde savait que ce jour-là allait arriver, qu'un arbitre allait se faire tuer à un moment, parce que ils étaient sous une pression incroyable, ils étaient menacés à tous les matchs, ils étaient payés pour siffler pour telle ou telle équipe, parfois par les 2 clubs qui s'affrontent le même jour. Ils étaient dans des positions absolument invivables. Les mecs partaient, enfin c'est comme s'ils partaient à la guerre en fait, ils partaient siffler un match, arbitrer un match, et ils savaient pas s'ils allaient revenir le soir. Donc c'était une pression absolument insupportable pour eux, et il y a eu un petit changement à partir de l'assassinat d'Alvaro Ortega, où il y a une espèce de prise de conscience, quoi. Après, ça coïncide aussi avec l'année où un personnage important, un associé de Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha, se fait assassiner. Pablo Escobar meurt 4 ans plus tard aussi. Dans les années 90, les grandes têtes du cartel, enfin du cartel du trafic de drogue en Colombie disparaissent, soit en prison, soit dans la tombe. Donc ça permet aussi de nettoyer plus ou moins le foot. Mais dans les années 80 surtout, il y a eu énormément de problèmes avec ça. Ah oui. Et alors tout est véridique, ou il y a de la légende en fait vous attaquez ou vous dénoncez? Oui, c'est une enquête, donc tout est véridique, rien n'est romancé. J'ai vraiment tenu à ne rien romancer. On m'avait dit, tu verras, si tu arrives à faire un storytelling de ton livre, ça va être, on m'avait dit un best-seller, je sais pas non plus, mais ça va être un succès énorme, etc. J'ai pas réussi, moi je sais pas faire ça, je suis pas romancier. Moi je suis journaliste.
Donc j'ai fait une enquête. Et en plus, vraiment, il n'y a pas besoin d'en rajouter. J'ai pas de film à vendre pour Netflix. J'ai pas pâté. J'ai pas un film à vendre au cinéma après. J'ai juste un bouquin à vendre où j'essaie juste de dire ce qui, selon moi, se rapproche le plus de la vérité. Parce que personne peut dire qu'il détient la vérité. Mais en tout cas, j'ai essayé de faire le maximum pour raconter ce qui me paraissait le plus proche de la vérité. Et puis voilà, j'ai juste voulu raconter la vérité parce que déjà, la vérité, elle est déjà incroyable. Moi, des fois, il a fallu que je me pince en écrivant pour me rappeler que ça, c'était bien réel. Il y a quand même des vrais gens qui sont morts, quoi. Bien sûr. Oui, mais en fait, vous vous attaquez aussi quand même à quelque chose de fort, de mythique, d'aimé par les gens, c'est-à-dire le football. Ouais. Donc vous détruisez quelque chose ou vous vous attaquez à quelque chose que l'on croit innocent. C'est vrai que souvent sont critiqués les rapports entre argent et foot. C'est vrai. Ouais. Parfois aussi entre politique et foot. Là, Ouais, clairement aussi. Ouais. Clairement aussi. Et si on regarde un peu plus, si on prend dans l'actualité pour venir en France aujourd'hui, il y a même des liens entre criminalité et foot. Si vous voyez ce qui s'est passé avec Paul Pogba qui s'est fait séquestrer dans sa maison, criminalité et foot. Si vous voyez ce qui s'est passé avec les filles du PSG, j'ai oublié son nom, Amraoui s'est fait casser la jambe sur les ordres d'une de ses collègues. Il y a aussi des liens entre criminalité, seulement on en parle peut-être un peu moins. Argent évidemment, politique évidemment, criminalité, c'est un peu plus compliqué. Mais oui, le fil rouge, j'ai pris le fil rouge du foot, oui, parce que ça nous intéresse tous. Enfin, oui, c'est le foot, c'est le sport de très très loin le plus populaire du monde. c'est ça. Le plus joué, surtout en Europe, en Amérique latine. Oui, oui. Et donc c'était un fil rouge parfait pour raconter cette histoire-là, qui est au final, le foot, au final dans ce bouquin, n'est qu'un prétexte pour raconter cette histoire-là de la Colombie, pour décrypter cette histoire-là oui, de la Colombie. oui, oui. Et beaucoup de joueurs aussi étaient menacés. Il y avait des joueurs qui étaient menacés, ils étaient plus souvent payés que menacés, mais l'exemple, c'est la Coupe du Monde 1994 aux États-Unis, où la Colombie est annoncée comme l'une des favorites, à vraiment une génération super menée justement par Carlos Valderrama, des très très bons joueurs. Ils avaient joué 23 matchs, ils avaient tous gagné, ou en tout cas ils n'avaient pas perdu un seul avant ça. Oui, oui. Et ils arrivent à la Colombie, ils se ramassent complètement. Pourquoi ? Les mecs n'y étaient pas, parce que avant, oui, ils ont été menacés. Le sélectionneur Pacho Maturana, qui a opéré aussi un peu en Europe, et a reçu par téléphone des menaces de narcotrafiquants qui disaient tu le fais pas jouer lui, tu vas plutôt faire jouer lui, parce que si tu fais pas ce que je te dis, ta famille, on va la zigouiller. Et la famille de ce joueur, elle va mourir aussi. Donc les mecs ne pouvaient pas jouer convenablement un match de Coupe du Monde, c'était impossible d'être totalement concentré dans son match. Donc oui, il y avait des joueurs qui étaient menacés, il y en avait beaucoup qui étaient payés aussi pour jouer dans telle ou telle équipe, pour jouer mal aussi, et ça c'est peut-être encore un peu le cas aujourd'hui. Ouais. Ce qui veut dire que les spectateurs, finalement, nous sommes très naïfs. Non, ils n'étaient pas naïfs. Non. Les spectateurs sont les supporters sont de mauvaise foi. Ah bon? C'est presque l'essence même du supporter. Ça serait dommage qu'il soit pas de mauvaise foi, mais oui, ils savaient ce qui se passait. Ils Tout le monde savaient. savait. Ouais. Tout le monde savait. Oui. C'est-à-dire que les Oui. mecs s'affichaient. Il y a des photos de Pablo Escobar avec un ballon de foot qui inaugurait un match ou des mecs du cartel de Cali. Il y a une banderole avec la tête de Gonzalo Rodriguez Gacha, l'un des trafiquants de drogue les plus puissants qu'ait jamais connu la Colombie, la même hauteur que Pablo Escobar, qui a été déployé dans la tribune du stade El Campín à Bogota de Millonarios. Oui. Enfin, les Oui. supporters savaient, mais en fait, moi, en discutant avec eux, Oui. c'est là que je dis la mauvaise foi. Oui. C'est que en discutant avec eux, de leur dire mais comment tu peux supporter une équipe où il s'est passé ça ? Comment tu peux supporter une équipe où des gens sont morts où de la drogue a été vendue pour que tu gagnes ce match ? Il me dit ouais mais là-bas il fait pareil, l'adversaire il fait pareil. Donc en fait c'est comme ça qu'on justifiait un peu, et qu'on justifie toujours encore à l'époque. J'ai un ami ici au Havre Oui. de Bogota. Oui. Qui est supporter justement de Millonarios, qui a gagné les championnats de 87 et de 88 sous la présidence d'El Mexicano, dont je parlais tout à l'heure.
Et lui, il me dit, ouais, mais les autres, ils faisaient pareil. Donc en fait, si les autres le font, alors c'est bon, on a le droit. C'est presque ça, quoi. Ouais. Donc c'est un peu la mauvaise foi de tous les supporters, quoi. Ouais. On peut dire qu'ils ont été, si je suis un peu dur avec les supporters, je peux dire qu'ils ont une part de complicité aussi Oui, là-dedans. c'est ça. Parce qu'eux, ils acceptaient parce tout ça. qu'évidemment, à la lecture de votre livre, on s'étonne, on se dit oui, mais enfin la beauté du jeu, les compétences, les talents des joueurs, ses occupations de terrain, et aussi l'ambiance, l'émotion dans le stade. Tout ça, finalement, se trouve pas réduit, mais attaqué, pourri un peu, Ouais, par pourri, ces clairement. révélations. Ouais, c'est clair. Oui. Ouais, par l'argent du trafic de drogue, mais il faut savoir que le championnat colombien, avant l'arrivée des narcotrafiquants, en Amérique latine, il y a le Brésil, l'Argentine, après il y a l'Uruguay, et D'accord. ensuite, alors il y a eu le Paraguay à une époque, mais après il y a le reste, Oui, alors, en tout cas en Amérique du Sud. d'accord. Et la Colombie était un peu dans ce marais-là, avec le Pérou, la Bolivie, où ça jouait pas super bien. Ils avaient des bons joueurs, la Colombie a toujours eu des très bons joueurs. Oui. Mais le championnat colombien était pas bon, était moyen. Mhm. Donc pour la première fois, ou la deuxième de leur histoire, les supporters voient arriver dans leur stade des grands joueurs, voient du super foot. Les médias se régalent à faire des super interviews, ils font des suppléments avec un papier pas plastifié, mais de meilleure qualité. Oui. Tout le monde profite de l'arrivée de cet argent sale, au final. Et les supporters se régalent, tout le monde se régale, les journalistes se régalent à voir les matchs. Bah, attendez, c'est comme si au WAC, on voit arriver... comme je disais, on voit arriver Mbappé, on voit arriver Cristiano Ronaldo, on voit arriver des super joueurs. Oui. À cette époque-là, on peut fermer les yeux sur la provenance Voilà. de cet argent et dire, bah, puis, de toute façon, si tout le monde le fait, il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas non plus. On se bat à armes égales, en fait. Oui, c'est ça. Et peu importe si mon cousin a été assassiné la semaine dernière par des sicarios dans une histoire de trafic de drogue, ils font pas le lien, en fait, ou en tout cas ils veulent pas le faire. On se met des œillères, on ferme les yeux beaucoup. Oui. Et comment ça a cessé finalement tout ça? Comme je vous le disais tout à l'heure, avec la mort des principaux capos, Oui. donc El Mexicano, Pablo Escobar, les frères Rodríguez Orejuela, Pacho Herrera, etc. Tous les plus grosses têtes en fait, c'est surtout ceux dont je viens de parler, cartel de Cali, cartel de Medellín. C'est ça, la guerre des cartels. Voilà, une fois qu'ils ont implosé, ils se sont répartis en petits groupes à droite à gauche. C'est ce qui s'est passé à Medellín. Il y en a qui sont devenus paramilitaires, d'autres qui ont fait des petits groupes de quartier. Qui chacun veut avoir le pouvoir. Mais celui qui a le pouvoir, il reste pas en vie plus de 3 mois. Ah oui. J'exagère, mais en tout cas, la tête est vite coupée, et très vite une autre qui repousse derrière. C'est ça. Donc c'est comme ça qu'une fois que tout le monde est démobilisé, l'État peut un peu plus reprendre la main. Voilà, quand même. Il reprend la main avec l'aide d'un système qui s'appelle la liste Clinton, donc du président américain Bill Clinton, qui interdit à toutes les entités et toutes les personnes physiques ou morales qui sont sur cette liste de faire du business avec les États-Unis. Et donc il y a eu, on a besoin de sponsors en Colombie, de sponsors américains, nord-américains parfois. Et donc il y a par exemple l'América de Cali, une fois que les propriétaires sont partis en prison, et le SC Envigado, qui a été créé par des narcotrafiquants, qui sont rentrés sur cette liste, et une fois qu'on en ressort de cette liste, c'est vraiment qu'on est propre. Et donc ces clubs-là on sont sortis totalement propres. Par exemple, l'Atlético Nacional, une fois que Pablo Escobar est mort, c'est nettoyé grâce à un homme qui est revenu le racheter, propriétaire d'une grosse entreprise en Colombie, qui a amené de l'argent d'une autre façon. Il y a d'autres entreprises qui étaient tellement dépendantes financièrement de leur propriétaire qu'une fois qu'il meurt, qu'il disparaît, elles tombent totalement en ruine, et donc elles sont obligées de se reconstruire depuis en bas avec de l'argent plus propre, quoi. Je dis pas qu'il n'y a plus d'argent sale dans le foot colombien, mais il y en a beaucoup moins que dans la situation a été assainie. Presque. Ouais, assainie. On parle quand même de foot où c'est jamais très sain, et on parle encore une fois de Colombie où c'est jamais très sain non plus, où il y a encore des histoires de paris sportifs, mais disons que l'intérêt est plus le même.
Oui. Cette fois, c'est vraiment pour blanchir de l'argent. Maintenant, les trafiquants de drogue colombiens, ils se cachent. Ah oui. Ça peut être votre voisin de palier. Alors Ah, qu'à l'époque, ouais. ils voulaient se montrer, justement. C'est ce qui a C'est causé ça. leur perte, justement. Ah oui, oui, oui. Ah oui, voilà, un retournement de situation. Ouais, voilà, c'est Oui, comme oui. ça. Comme c'est un peu les grands criminels en France aussi. Hein. On voit qu'avant, ils se montraient beaucoup, on connaissait leurs noms. Maintenant, vous savez, les noms des grands criminels français, Ouais. on les connaît pas, ou il y en a encore quelques-uns, mais Ouais. il faut vraiment bien chercher. Ils veulent être le plus discret possible parce qu'ils ont compris que Ah s'ils oui, se montraient oui. trop, ils étaient, Ah oui. ils devenaient une proie plus facile pour les autorités. Eh bien, dites donc, on va vous remercier pour ces révélations sur le football colombien. Merci à vous de Je m'avoir crois que invité. c'est un angle de vue, là, un point de vue qui est tout à fait passionnant. Merci beaucoup. Merci à Merci Victor Macias, merci beaucoup. vous. Au Merci, revoir. au revoir. Negrito, ven, prende la vela. Negrito, ven, prende la vela. Negrito, ven, prende la vela, que va a empezar la cumbia marbella. Negrito, ven, prende la vela, cerca del mar, bajo las estrellas. Prende la vela, que la cumbiamba pide candela. Prende la vela. El papá le pide candela, gracias tambor, gaita y movimiento. El papá le pide candela, se mueve al son de la mar y el viento. Prende la vela, que la cumbiamba pide candela. Prende la vela. ¡Oye! Negrito, ven, prende la vela, cerca del mar, bajo las estrellas. Negrito, ven, prende la vela, cerca del mar, bajo las estrellas. Prende la vela, que la cumbiamba pide candela. Prende la vela. Vous venez d'entendre Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre, présentée par Isabelle Royer, réalisée par Mathieu Le Chevalier. À notre agenda culturel, je vous recommande quelques cadeaux ou quelques événements. Le premier, c'est à la librairie Les 400 coups, le 16 décembre à 10h30. Vous pouvez amener vos enfants entre 4 et 6 ans à une lecture de Catherine Vion. Quant à BD Lyrium, rue du Maréchal Gallieni, elle vous propose des BD en cadeau, par exemple les Bergères guerrières, qui sont tout à fait jolies et intéressantes, et enfin une parution tout à fait exceptionnelle pour fêter les 40 ans de la série La quête de l'oiseau du temps, par Le Tendre et Loisel. Souvenez-vous, c'était la première BD d'Heroic Fantasy. L'éditeur publie une superbe intégrale. Rejoignez-nous, adhérez, réadhérez et bonne semaine. À bientôt.